Ce coup de tonnerre qui nous vient du Proche-Orient. Israël se prépare à occuper la totalité de la bande de Gaza, annonce faite par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a annoncé notamment sa volonté d'engager son pays dans cette guerre d'occupation totale dont la mise en œuvre a été au préalable examinée par un cabinet de sécurité. Écoutons-le. Êtes-vous en train de dire que vous allez prendre le contrôle de l'entièreté de la bande de Gaza, comme c'était le cas il y a 20 ans ? Nous ne voulons pas la contrôler. Nous voulons un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas gouverner la bande de Gaza, nous voulons la léguer aux forces arabes qui la gouverneront correctement, sans nous menacer, et qui donneront aux Gazaouis une vie meilleure. Équation difficile donc pour Israël et Benjamin Netanyahou. Équation difficile aussi pour les familles sur place, on l'imagine, à la fois les Gazaouis mais aussi les Israéliens. Pour en parler avec moi autour de ce plateau, général François Chauvency, consultant géopolitique LCI, Claire Cambier, notre reporter TF1 LCI, Nomi Aoulia, soyez la bienvenue mademoiselle. Merci. Vous êtes essayiste et grand reporter en Israël notamment. On a déjà la réponse du Hamas qui a fait un communiqué. On va vous montrer cette réponse qui est pour le moins saisissante. Le Hamas dit la décision israélienne d'occuper la ville de Gaza coûtera cher à Israël et signifie le sacrifice de tous les otages. Naomi Alouia, vous qui connaissez bien cette situation et cette guerre, depuis le début, le Hamas fait ce qu'il dit à chaque fois ? Non, le Hamas ne fait pas toujours ce qu'il dit. Par définition, c'est une organisation terroriste donc qui joue sur la propagande et qui joue aussi sur la menace psychologique, sur la guerre psychologique. Souvenez-vous de ces images, de ces otages décharnés qui ont été mis sur le devant de la scène, qui ont été diffusés dans le débat public. Donc c'est une organisation terroriste qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. En l'occurrence, là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne veut pas que le Premier ministre Benjamin Netanyahou établisse son plan et qu'il aille au bout de ce plan. Et c'est une menace très concrète. Maintenant, est-ce que ça veut dire que cette menace se réalisera ? Encore une fois, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a souvent un écart très, très important. Maintenant, c'est vrai que c'était dit dans votre sujet. Là, le Premier ministre israélien, il fait un coup de force. Il fait un coup de force, mais dans un contexte de blocage des négociations. Puisque finalement, depuis 22 mois, aucun accord de cessez-le-feu n'a réussi à être établi, malgré toutes les médiations étrangères, malgré les émissaires américains Steve Witkoff, qui s'est rendu sur le terrain pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un accord de cessez-le-feu, malgré les Émiratis, malgré les Égyptiens, malgré toutes les personnes qui se sont engagées pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un accord de cessez-le-feu, ça n'a pas abouti. Et la vérité, c'est que 22 mois après le début de ce conflit, le Hamas continue de refuser de capituler. Le Hamas continue de refuser de rendre les otages, d'abaisser les armes. Et donc, dans ce contexte-là, le Premier ministre israélien n'avait pas 36 solutions. Il a choisi la solution qui n'est pas celle du compromis et qui, effectivement, ne fait pas consensus. Son cabinet expliquait notamment, je me permets de vous interrompre si vous le permettez, que les options alternatives n'avaient pas fonctionné. Oui, alors ça c'est la grande ligne de Benjamin Netanyahou, mais c'est vrai que quand vous écoutez le chef d'état-major, lui considère au contraire, et c'est important d'entendre toutes les voix, parce que le chef d'état-major, évidemment qu'il défend aussi les intérêts de son propre pays, il considère que c'est un danger pour le pays à long terme, parce que l'armée risque de s'enliser en rentrant comme ça, même si Israël contrôle déjà 75% de la bande de Gaza, mais de rentrer dans ces 15%, ça pourrait potentiellement pour Israël être une guerre beaucoup plus coûteuse à la fois sur le plan humain et sur le plan financier. Le chef d'état-major, Eyal Zamir, a d'ailleurs proposé un plan alternatif lors de ce cabinet de sécurité. Pour lui, il y avait d'autres solutions, notamment l'encerclement des poches où seraient les otages et des factions du Hamas. Ça a été balayé par... ça a été complètement balayé, ça a été refusé. Mais en tout cas, il y avait encore sur la table d'autres propositions qui n'ont pas été acceptées. Et la réponse du cabinet Netanyahou, c'est que ça ne marcherait pas, ces propositions alternatives. C'est ce qu'ils estiment aujourd'hui. Avant qu'on voit dans le détail le plan de Benjamin Netanyahou autour de la bande de Gaza, Général Chauvency, sur notre antenne, il y a quelques instants, un petit moment plutôt, Raphaël Jérusalemi. Raphaël Jérusalemi, c'est un ancien officier du renseignement militaire israélien. Il dit qu'entrer comme cela dans la bande de Gaza est une folie sécuritaire pour Israël. Est-ce que militairement, vous le concevez ? Nous rentrons dans une zone en partie urbanisée, détruite, où finalement le renseignement doit circuler assez difficilement. C'est propice, je dirais, à des actions de guérilla. Donc ça veut dire perdre des hommes
sur piège, sur embuscade. Alors, ça ne veut pas dire beaucoup d'hommes, mais suffisamment pour que ça frappe les esprits en Israël. Terrain donc extrêmement difficile à contrôler. Oui, ça serait un défi parce que il faut non seulement y rentrer, même si les Israéliens sont déjà rentrés, il ne faut pas l'oublier, il y en a qui sont déjà déployés, mais ça veut dire contrôler une zone, même si elle n'est pas énorme, 350 km². Le quart du territoire qui n'est pas encore sous contrôle israélien. Oui, mais est-ce qu'ils pourront s'affranchir du reste ? Dès lors qu'il n'y a pas une étanchéité qu'on peut mettre sur place, il ne faut pas se faire d'illusions. Les 15% non contrôlés aujourd'hui, ce qui est surprenant d'ailleurs au bout de 22 mois, et qu'il en reste les autres pourcentages avec la population, il va y avoir forcément un soutien d'une manière ou d'une autre. Donc il faut contrôler l'ensemble du territoire. Alors il y a les actions de combat qui auront lieu dans les 15%, et les actions de contrôle, à mon avis, qui auront lieu dans le reste du territoire. Et c'est là que ça va être difficile, avec tous les risques que ça importe, s'il n'y a pas de ligne de front. Dans ces cas, nous sommes bien dans la guérilla et des actions de contre-guérilla avec tout ce que ça veut impliquer. Claire Cambier, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un tournant qui est dramatique avec des conséquences qui sont plus que préoccupantes ? Oui, et c'est ce pourquoi la population, même au sein d'Israël, est divisée. Il y a les risques, on l'a évoqué pour l'armée israélienne, pour les soldats de Tsahal. Il y a les risques, on l'a également évoqué pour les otages. On le sait, l'année dernière, hein, par exemple, quand Tsahal s'était approché de certains otages, 6 avaient été tués, voilà, de sang-froid, une balle dans la tête pour ne soient pas sauvés de cette façon-là. Donc il y a ce risque également. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a actuellement 2 millions de Gazaouis qui sont dans des situations très difficiles, beaucoup dans des camps de réfugiés. Ils ont des difficultés d'accès à l'aide alimentaire. On le sait, la famine sévit dans cette enclave palestinienne. Et cette occupation plus totale, avec notamment le déplacement d'1 million de personnes qui se trouvent actuellement à Gaza City. Et ce sera la première étape, c'est cette ville qui va être occupée. Alors, il se donne symboliquement jusqu'au 7 octobre pour procéder à toute cette évacuation avant de procéder à de nouvelles offensives terrestres. On le sait, ça va avoir des conséquences sur la population. Il y a aujourd'hui déjà plus de 60 000 personnes qui ont été tuées. Le porte-parole de l'armée israélienne dans les pays francophones, Olivier Rafovitz, c'était notre invité tout à l'heure. Je vous propose qu'on l'écoute. Le contrôle de la ville de Gaza, c'est en fait mettre à terre, mettre à genoux le Hamas. Soit ils sortent les bras en l'air, libèrent les otages et tout s'arrête, soit nous devons continuer. Il est hors de question de laisser 15 ou 20 000 hommes avec l'intention d'envahir Israël et de détruire l'État d'Israël sur place dans la bande de Gaza. C'est hors de question. Noémie Alyouia, la probabilité pour que le Hamas sorte les mains en l'air et libère tous les otages est proche de combien ? Proche de zéro, on peut le dire. Il y a assez peu de chances. Vous savez, ils ont d'ailleurs, c'est écrit dans leur charte, il y a une fascination pour l'idée de martyr, pour l'idée de se sacrifier pour la cause. Donc, ils iront jusqu'au bout. Tous les militants du Hamas qui restent, et s'il en reste 20 000, vous pouvez être sûr que ces 20 000-là, ils iront jusqu'à la mort pour leur combat. À aucun moment, ils ne vont baisser leurs armes, comme l'espèrent les Israéliens. Ça va donc être une bataille très ferme, très violente, et c'est pour ça que, y compris le chef d'état-major et même les gens au sein de l'appareil sécuritaire israélien craignent que ce soit une bataille extrêmement violente, avec la population civile au milieu, dans des conditions très difficiles, avec aussi une guérilla urbaine qui pourrait se développer, des attentats suicides, des voitures de l'armée qui pourraient exploser. Donc il pourrait y avoir un carnage humain des deux côtés qui n'apportera pas de solution sur le long terme. C'est ça toute la question, c'est-à-dire comment... Là, la grande question qui se joue, c'est celle de... Comment éradiquer le Hamas ? Et est-ce possible d'éradiquer le Hamas ? Parce que bien sûr qu'en ces 22 mois de guerre, le Hamas a été laminé sur le plan, disons, politique et sur le plan de la haute hiérarchie militaire. Mais il reste encore aujourd'hui une base qui administre complètement. Il y a encore des combattants. Il y a encore 20 000 de combattants et puis de nouvelles générations aussi qui prennent les armes parce qu'elles ont souffert et parce qu'elles considèrent que c'est la seule façon de faire entendre leur voix aujourd'hui. Ça radicalise. On va justement vous montrer ces objectifs de guerre du cabinet Netanyahou, parce que parmi tous ces objectifs, il y a bien évidemment en top priorité le désarmement du Hamas. Voilà.
Le désarmement du Hamas. Vous avez vu la priorité. Parce que, en fait, depuis le début. Le retour des otages. Hein. Exactement. Parce que depuis le début, il y a finalement deux objectifs. Mais ces deux objectifs qui sont à la fois la démilitarisation du Hamas et la libération des otages, ce sont des objectifs qui sont contradictoires. Il fallait choisir depuis le début. Et là, au moins, c'est clair. D'une certaine façon, le cabinet sécuritaire, il nous dit quels sont ces objectifs et quelles sont ses priorités. Et là, la priorité, c'est d'abord le désarmement du Hamas. Et puis, il y a aussi la démilitarisation de la bande de Gaza, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi des milices qui sont des milices armées. On a notamment reproché à ces milices d'aller grappiller les aides humanitaires, de se les accaparer. C'est toute une difficulté autour de cela, une fois qu'on a vu les objectifs. D'importance également. Est-ce qu'Israël est isolé, mon général? Pourquoi est-ce que je vous pose la question? Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de réactions de la part du reste du monde. Et il y a une réaction sur laquelle nous devrions peut-être nous arrêter un peu plus longtemps, celle de l'Allemagne, avec Friedrich Schmerz. L'Allemagne commence déjà à, en quelque sorte, sanctionner Israël. L'Allemagne n'enverra plus d'armes à Israël susceptibles d'être utilisées dans la bande de Gaza. C'est symptomatique de quoi? Oui, mais je pense qu'Israël est complètement imperméable aujourd'hui à toutes les pressions extérieures, car sous le gouvernement de Netanyahou, il y a un sentiment de menace existentielle face au Hamas. Moi, je ne partage pas l'analyse de Rafovitch sur 20-25 000 combattants du Hamas. Ça me semble énorme par rapport à la réalité du terrain. C'est possible, mais ça me semble bizarre. Qui en est? Oui, mais qu'ils soient aussi nombreux, qui justifient une menace telle qu'elle est évoquée, me semble quand même excessif. Je crois qu'il a parlé de 15 000 et de 25 000 éliminés. Oui, mais ça fait quand même énorme. Au début, on était à 45 000 de mémoire, avec bien d'autres milices d'ailleurs. Donc ça fait quand même beaucoup. Bon, je veux bien croire que beaucoup ont été éliminés, mais qu'il en reste autant, ça voudrait dire que c'est un échec militaire. Mais il y en a beaucoup qui sont recrutés parmi la après, il y a le génération. recrutement. Après, il y a le recrutement, c'est différent. Mais donc des combattants moins aguerris, donc ils vont peut-être mourir plus vite. Bon, je fais un peu de cynisme de temps en temps, voilà. Mais peu importe. La question est que dans ce contexte-là, Israël, à mon avis, n'a pas trop le choix. Et moi, j'aurais une autre hypothèse d'ailleurs, mais qui rebondit ce qui vient d'être évoqué. Dès le départ, effectivement, pour moi, les otages n'étaient pas la priorité de Netanyahou. Car il doutait bien que trouver les 250 otages à l'époque, c'était impossible. Impossible. Déjà, pour en trouver 3-4, quand on a un problème, on a du mal. Alors 250 dans un endroit qui était particulièrement préparé, on ne voit pas comment c'était possible. Et que maintenant, on revient à l'objectif initial, qui est, raison d'État. Est-ce que ça, c'est entendable, Noémie Alioia, notamment pour les familles des otages, notamment pour les Israéliens, et notamment sur le fait que, n'oublions pas une chose, Israël est une démocratie. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et parce que c'est une démocratie, il y a des voix différentes qui se font entendre au sein de la société israélienne. Pas plus tard qu'hier soir, il y avait des manifestations de familles d'otages qui se sont réunies pour dire au Premier ministre qu'il ne voulait pas de ce plan. Je me souviens de ce communiqué du Forum des otages. Vous savez, c'est les familles des otages qui publient régulièrement des communiqués en commun et qui disent exactement... Votre plan, c'est le sacrifice des otages. Votre plan, c'est le sacrifice de nos frères, de nos cousins, de nos mères, de nos grands-mères. Ne faites pas ça. N'établissez pas ce plan. Et vous avez deux forces au sein de la société israélienne qui s'affrontent avec une grande virulence. Vous savez, j'ai été pendant 3 ans reporter en Israël et à mon sens, la société israélienne se déchire d'une force beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir par exemple en France. Vous voulez dire qu'elle est polarisée par ce conflit ? Elle est extrêmement polarisée et par essence elle est polarisée. Sans doute qu'on reviendra dessus, mais elle est polarisée depuis la naissance de l'État d'Israël. Mais encore aujourd'hui, vous voyez qu'il y a ce pays qui se déchire avec d'un côté ceux qui sont plutôt, parce que ces voix existent au sein de la société israélienne, du côté de ce que propose aujourd'hui le Premier ministre, c'est-à-dire au fond, il faut aller au bout coûte que coûte de cette opération, il faut aller au bout de l'élimination du Hamas, quoi qu'il en coûte, et ceux qui vous disent... La priorité, c'est les otages, c'est nos frères qui sont décharnés, qui n'ont pas vu parfois la lumière du jour, qui subissent des maltraitances, qui ne mangent pas. C'est d'abord de les sauver et ensuite on verra pour des solutions plus militaires. Donc les deux voix se font entendre, mais le Premier ministre a eu l'approbation du Conseil de sécurité. C'est lui qui décide et donc l'opération va avoir lieu. Et au milieu de tout cela, bien évidemment, ne les oublions pas, il y a les Palestiniens dans l'enclave palestinienne qui subissent aussi ce conflit. Je vous propose qu'on écoute ces Palestiniens que nos équipes ont pu rencontrer sur cette occupation israélienne en cours, en marche. Regardez.
Pratiquement toute la bande de Gaza a été repoussée dans la partie ouest de la ville de Gaza. À ce stade, pour la population, cela ne fait plus aucune différence qu'ils l'occupent ou non. C'est choquant. Nous vivons sous occupation aérienne, terrestre et maritime. La vie venait juste de reprendre son cours. Nous commencions à nous installer un peu chez nous. Nous vivons dans des tentes depuis 5 mois. Oui, il y a des souffrances, oui, il y a des morts, mais nous nous accrochons. Nous sommes des êtres humains. Que puis-je vous dire d'autre ? Les besoins fondamentaux pour vivre n'existent pas. Nous allons de mal en pis. Nous prions pour que cette décision ne soit pas mise en œuvre et que nous nous dirigions vers un cessez-le-feu afin que la paix et la sécurité puissent régner dans ce pays. Claire Cambi, est-ce que plus le temps avance, plus le cessez-le-feu s'éloigne ? Oui, on le sait, là, cette nouvelle opération, c'est le chef de l'opposition qui le disait, ça va être une nouvelle guerre. On le sait, ça va prendre plusieurs semaines pour l'évacuation, pour mettre en place des systèmes quand même d'aide humanitaire. Israël le prépare. Puis derrière les offensives terrestres. Donc cette guerre, effectivement, elle s'éternise dans le temps. Et puis la grande question quand même qu'il faut se poser, c'est et après ? Et qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Là, pour le moment, le Premier ministre a indiqué qu'il ne voulait pas garder cette enclave, qu'il allait la confier à des autorités arabes. On n'en sait pas plus. Ça ne sera, selon lui, ni le Hamas, évidemment, on le sait, ni l'autorité palestinienne. Donc, et ça, c'était aussi une solution. Quelle sera l'option ? Est-ce qu'il pense, dans ce cas-là, à un pays tiers ? C'est la grande question. L'impact des États-Unis, ou peut-être, pardon de pointer du doigt cette autre option, une milice déjà présente dans la bande de Gaza, qui pourrait être une milice opposée à celle du Hamas. Oui, enfin, sur le long terme, il y a peu de chances que cette milice gouverne Gaza. Peut-être qu'elle aidera à faire en sorte que le Hamas soit complètement éliminé au sein de l'enclave palestinienne. Mais il y a peu de chances que ce soit une milice islamiste ou djihadiste ou que sais-je qui demain gouverne le Gaza. C'est vrai que ce que dit toujours dans ses discours le Premier ministre israélien, c'est ni Fatarstan, ni Hamastan, c'est un peu son expression, c'est-à-dire que ni l'autorité palestinienne, ni le Hamas. Mais ça laisse, effectivement, ça laisse le choix à beaucoup d'autres solutions, mais il faudra que ce soit des solutions légitimes. Évidemment que des forces arabes, si elles viennent des pétromonarchies, ne seront pas jugées légitimes par le peuple palestinien, et donc elles ne pourront pas s'implanter durablement pour gouverner cette population. Il faudra quelqu'un qui soit issu des rangs de la société palestinienne et en même temps qui soit capable d'ouvrir un dialogue avec Israël. Donc effectivement, l'équation n'est pas tout à fait facile. Général Chauvency. Les milices dont on parle sont plutôt des milices mafieuses, si je me trompe pas. Je ne vois pas comment une milice mafieuse pourrait gérer un État ou une province, je dirais, quand même, c'est de l'autorité palestinienne. Donc il y a bien falloir trouver une solution. Laisser la main à des voyous armés ne me semble pas une bonne solution. Moi j'avais aussi évoqué l'idée, parce que je ne suis pas le premier, de ces États arabes qui pourraient participer, qui ne se mouillent pas à la date d'aujourd'hui, me semble-t-il. Moi, ils n'ont pas très très envie d'y aller. Hein. Oui, mais d'un autre côté... La Jordanie, de part et d'autre, personne ne vous dit on y va. C'est vrai, mais il y a un moment, il faut que le problème palestinien soit réglé d'une manière ou d'une autre. Ce ne sera pas les Occidentaux qui iront, ce ne sera pas les Américains, parce que ce sont des cibles. Ça peut être que traité dans le monde arabe par des Arabes, autrement on ne va pas s'en sortir.